la colère des agriculteurs. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé une accélération de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui touche les élevages. Pardonnez-moi, mais c'est une telle évidence. Je posais la question ces jours derniers, pourquoi ces bêtes ne sont-elles pas vaccinées ? Qui est quand même la question la plus simple du monde. Il recevra dans la semaine les différents syndicats agricoles. Le Premier ministre a tenu une réunion ce matin avec plusieurs ministres et des préfets. Une deuxième réunion doit se tenir à 17h30. Au total, 113 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été recensés en France. Monsieur Lecornu a dénoncé une violence de militants de l'ultra-gauche. Je vous propose de l'écouter tout à l'heure à l'Assemblée nationale, parce que ces militants de l'ultra-gauche sont la raison de l'intervention de la police, si j'ai bien compris. J'aimerais revenir sur les images de la semaine dernière, monsieur le ministre. Moi qui ai eu l'honneur de porter ce bel uniforme de gendarme dans une autre vie comme réserviste, et vous dire que je comprends que ces images aient pu choquer. Je comprends qu'elles aient pu choquer déjà parce qu'un certain nombre de contre-vérités ont pu circuler, notamment sur l'utilisation de projectiles depuis cet hélicoptère de gendarmerie. Depuis, le ministre de l'Intérieur y est revenu et cette information est fausse, mais le mal est fait. Cette information s'est propagée. Je pense aussi que ces images ont pu choquer tout simplement parce qu'elles étaient choquantes et qu'un amalgame est en train d'être fait entre les éleveurs de France et 40 à 50 militants de l'ultra-gauche qui sont venus s'immiscer au milieu des éleveurs, des vétérinaires, des manifestants avec des cocktails Molotov et des armes par destination. Et que, de fait, entretenir cette confusion entre les éleveurs qui peuvent légitimement et démocratiquement contester les décisions qui sont prises, mais qui n'ont rien à voir avec ces militants de l'ultra-gauche que vous devez dénoncer, mesdames et messieurs, députés de la France Insoumise. Il n'y a pas de place pour cette violence. Et je tiens à saluer le courage des gendarmes, militaires de la gendarmerie, dont 3 ont été blessés, et un manifestant éleveur qui lui aussi a été blessé par une grenade agricole. Bon, Gauthier Lebret, est-il exact qu'il y avait autant de militants d'ultra-gauche parmi les éleveurs ? Parce qu'on voit bien, le gouvernement peut être ennuyeux d'avoir sorti cet hélicoptère. Alors pourquoi dit-il d'ailleurs que cet hélicoptère, c'est pas vrai et que non, il y avait un hélicoptère, il n'y a pas de, comme on a pu l'entendre, il n'y avait pas de projectile lancé depuis l'hélicoptère. D'accord, ça c'est une fake news, voilà, si j'ose exactement. dire. Et pourtant, elle a été très présente en fin de semaine dernière. Oui, vous avez raison, mais le gouvernement a démenti et le ministre de l'Intérieur a démenti. Je vais lire exactement ce qui a été dit. De même, il n'y a pas eu de tir lacrymogène d'un hélicoptère. C'est une coïncidence entre l'image d'un hélicoptère la nuit et des tirs en cloche des gendarmes au sol. D'accord. Voilà. Alors, on sent quand même qu'il y a un malaise dans la perception, parce que les gens se disent on tape fort sur les agriculteurs et puis on laisse la DZ Mafia. Je la fais courte, mais c'est ça l'idée. Bon. Ils ont tapé quand même, hein. Oui, mais justement, la question que je pose, c'est est-il exact ? Est-ce que la défense de Lecornu est recevable ? Parce que s'il y avait vraiment des militants d'ultra-gauche, à ce moment-là, c'est légitime, la réponse des gendarmes. Écoutez, j'étais pas sur place, mais c'est la défense non seulement de Sébastien Lecornu, mais de Laurent Nunez depuis le début de cette nouvelle crise agricole. Ce qui est certain, c'est que s'il y avait des militants de l'ultra-gauche, tant mieux que les forces de l'ordre les aient interceptés, mais il y avait aussi énormément d'agriculteurs. Et c'est tellement d'ailleurs criant qu'il y a eu un changement de doctrine depuis le début de la semaine. On laisse faire les blocages. Quand on envoyait les centaures, des blindés, ils étaient là les blindés, les centaures. Et les centaures, faut une décision du très haut niveau pour les déployer. Je suis pas sûr que les centaures, tout le monde sache ce que c'est. C'est des blindés de la gendarmerie. Et pourquoi vous dites les centaures ? Alors pourquoi vous ne dites pas les blindés ? Mais je l'ai précisé, en fait, j'ai dit centaure, blindé. Mais on dit centaure ? Oui, c'est le nom du véhicule. Ah bon, un centaure. Voilà. Bon. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Non, mais comme ça, je donne une information. Vous voyez, oui, non, mais une précision. Exactement. C'est tendu ici. Non, mais excusez-moi de penser aux gens qui nous écoutent. Mais j'ai dit que c'était des blindés, justement. Oui, bien sûr. Et donc, changement de doctrine, on les envoie plus les centaures, on les envoie plus les blindés. Tiens, c'est intéressant. Comme quoi, il y avait une polémique justifiée. Comme quoi, la perception que les journalistes et les Français ont eu de voir des gendarmes. D'ailleurs, les gendarmes, vous discutez avec un seul gendarme, il n'y en a pas un qui veut se retrouver face aux agriculteurs. Ils n'ont pas le choix d'y aller, parce que s'ils n'y vont pas, il y a des sanctions très dures qui peuvent être prises contre eux. Mais Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il a une crise agricole, il n'intervient pas. Et il y a des militants écolos qui font une polémique en disant quoi ? Quand c'est nous à Sainte-Soline, vous intervenez, quand on se colle la main. Gérald Darmanin, il est ministre de la Justice. À l'époque, lors de la première crise agricole, il n'intervient pas.
et il y a une polémique à l'époque, et les militants écolos se plaignent, et la réponse, effectivement, ça n'a rien à voir. Un militant mal peigné qui se colle la main sur l'asphalte, ou qui va s'en prendre aux gendarmes à Sainte-Soline, et des agriculteurs qui se lèvent toutes les nuits pour nourrir un pays entier, et qui se mobilisent très rarement. Donc là, il y a eu un changement de doctrine. Bon. Finalement, on n'intervient plus. C'est bien que la polémique était légitime. Bon, Annie Genevard, elle est ministre de l'Agriculture, elle est intervenue également à l'Assemblée nationale. Elle parle de la vaccination, mais je m'étonne que cette vaccination n'ait pas été faite depuis des mois. C'est le moment où nous engageons une démarche capitale qui est celle de la vaccination. La vaccination, mesdames et messieurs, c'est un chemin d'espoir, pour les éleveurs qui vont ainsi pouvoir protéger leurs élevages. Vous m'interrogez sur une vaccination anticipée, parce que vous avez toutes les solutions, vous êtes tous, autant que vous êtes, des épidémiologistes, des vétérinaires, des spécialistes de cette question. Alors je vais vous répondre. La vaccination s'est concentrée sur les secteurs qui étaient infectés par la maladie, et c'est bien ainsi qu'il faut procéder. Madame la ministre. Okay. Alors, j'entends ce que dit Madame Genevard, mais on m'a expliqué que les bêtes ne pouvaient pas être vaccinées parce que si elles étaient vaccinées, on perdait une norme qu'imposait l'Union européenne. Et maintenant, on me dit qu'on va vacciner. Je vous assure, je suis souvent perdu. Vous avez entendu comme moi cela. Pourquoi on ne vaccinait pas? C'est que nous perdions une norme qui permettait, je crois, d'exporter. Nous sommes d'accord, Gauthier Lebret? Et là, j'avoue que vous me posez une question que... autrement, on aurait vacciné depuis toujours. Je ne vois pas bien cet temps, parce qu'on nous explique dans le même temps que ce vaccin n'a aucune incidence sur la santé de l'homme. Ça ne passe pas de l'animal à l'homme. Mais c'est pas le vaccin qui a... D'où vient cette norme alors? Non, mais alors ça, c'est encore autre chose. Vous embrouillez là-dessus. Mais si, parce que vous me dites que si la vache est malade, on peut quand même manger la viande parce que ça n'a aucune incidence sur l'homme. Bon, ça c'est réglé avec le principe de précaution. Ça c'est autre chose. Mais la vaccination était interdite ou la vaccination n'était pas faite parce que si tu vaccinais, tu perdais une norme qui te permettait ou d'exporter. Mais autrement, on aurait vacciné tout le troupeau. Enfin, moi, j'ai entendu cela ces dernières heures. Je ne suis pas un spécialiste. Je demande à Laurent Tessier si on peut avoir... Et pourtant, c'est bien l'Union européenne qui demandait à vacciner, non? Oui, vous êtes sûr de ça? C'est pour ça que je comprends pas. Écoutez, moi, la vaccination, autrement, la vaccination serait interdite par l'Union européenne, sinon vous perdez une norme qui empêche d'exporter. Prévention. Ouais, ça me paraît très étonnant, mais bon. C'est ce que vous avez dit hier, Pascal. Je me souviens. Oui, mais si c'est c'est la même source, donc. Bon, écoutez, mais c'est peut-être vrai, hein. Non, mais il est possible que je me trompe, et ça peut arriver de temps en temps. Mais j'ai vraiment souvent interrogé pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas tout le monde. Bon, écoutez, on peut appeler Monsieur Convert. On peut appeler Monsieur Convert ou appeler un agriculteur. Je demande à Laurent Tessier. Monsieur Omar. Merci beaucoup, Monsieur Omar. Et nous allons marquer une pause alors à 16h27, Monsieur Omar. Il vous fait oui avec le pouce. Ah non, écoutons quand même la dernière fois, avant cela, ce que dit Madame Genevard sur son intervention à l'Assemblée nationale. Combien les éleveurs, quoi qu'il arrive, seront indemnisés? Parce que c'est important de l'écouter. L'État est là. Lorsque les éleveurs, malheureusement, perdront des bêtes, ils seront indemnisés à la valeur marchande des animaux, ce qui ne remplace pas la valeur affective, je vous l'accorde. L'État sera là pour indemniser les pertes économiques résultant de la perte d'un troupeau. L'État sera là encore pour une étape qui est très importante, qui consiste à désinfecter les bâtiments d'élevage pour pouvoir y accueillir à nouveau d'autres animaux, parce que cela arrivera. Il est 16h27, cette fois on marque une pause, Pierre Vesque arrive et puis nous on essaye d'être précis par rapport à l'information de vaccination que nous vous donnions. A tout de suite. On est avec Sarah Salman, Richard Millet, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et on va être avec Emmanuel Ducrot que vous entendez. J'ai cru que vous alliez dire Macron. Pardon? J'ai cru que vous alliez dire on va être avec Emmanuel Macron. Ah mais j'aimerais bien, ça serait formidable. Hein. Vous l'avez déjà invité. Oui, mais vous avez une manière singulière de lancer les invitations. Pourquoi vous dites ça? Parce que parfois vous faites des éditos où vous chargez les gens et après vous dites mais il est le bienvenu pour venir en débat. C'est vrai. Rien n'empêche pas. Non mais je charge, c'est pas moi qui charge. Et là c'est la réalité. Il charge tout le monde en plus.
Mais c'est d'abord vous charger, peu importe qui, et ensuite vous lancer l'invitation. Écoutez, Emmanuel Macron, d'abord, souvent j'ai dit, je n'ai pas vocation à dire du mal du président de la République. Vous aimeriez en dire du bien même. Voilà, parce que je pense que ça reste la clé de voûte de nos institutions et t'as pas envie de critiquer le président. Hélas, au bout de 8 ans, force est de reconnaître que le bilan est globalement négatif. Est-ce que vous en êtes d'accord ou pas ? Bien sûr. Bon, alors bien sûr, c'est très dur, et c'est d'autant plus dur que un espoir était né. Moi, je fais partie des gens qui ont cru en Emmanuel Macron. Je trouvais qu'il incarnait quelque chose de nouveau, une volonté de réforme, la fameuse réforme de l'État, que c'est pas une affaire de droite et de gauche, et qu'elle n'a pas été faite. Il était jeune, il avait une incarnation qui nous plaisait à ce moment-là, ou qui plaisait en l'occurrence au plus grand nombre, puisqu'il a été élu président de la République, et je suis d'autant plus déçu. Et si vous voulez mon sentiment, je préférais que la France soit gouvernée, j'allais dire, plutôt au centre, au fond. C'est Giscard qui disait 2 Français sur 3. Je n'ai pas, envie de me diriger vers des pouvoirs radicaux ou extrémistes. Je pense que tout le monde aimerait que 2 Français sur 3 se reconnaissent dans une même politique. Bon, hélas, aujourd'hui, ça paraît plus compliqué. Sur le fait qu'il y ait des éditos qui soient à charge, c'est la liberté de journaliste. Ah non, mais c'était pas une critique. Au contraire, ça devrait Emmanuel est là. Plus. Oui, je vous en prie. Non, c'est terminé, genre. Justifié. J'étais étonné parce que d'habitude, si vous parlez, ça dure 5 secondes. Là, ça va durer 10 secondes. Donc ça peut d'autant plus justifier qu'il réponde à une invitation pour répondre à cette charge. Voilà. Alors ça, c'est vrai que moi, j'aurais fait ça. Si vous m'aviez chargé dans un édito, je serais venu vous répondre en face. Oui, mais non, c'est vrai. Quand vous serez présidente de la République, ça n'arrivera pas. Mais pourquoi ? Déjà, vous avez envie de faire de la politique ? On m'a souvent posé la question et j'ai toujours répondu non. Et à chaque fois, on me répond la même chose. Mais Éric Dupond-Moretti disait comme toi et finalement, il en a fait. Non, j'ai pas envie. Je pense que si on vous proposait d'être ministre de la Justice, vous iriez. Voilà. Je suis pas sûre. Ça veut dire oui. Je pense pas. Je pense pas. Déjà, un suffrage universel direct, ça, c'est sûr que j'y vais pas. Oui, parce que c'est pas la même chose. Moi, j'irais. Ah bon, on vous appellera pas. Même si on vous appelle pas, vous y allez. Ce qui me gêne dans la politique, c'est la perte de liberté. C'est-à-dire que même pour aller faire un plateau télé, vous devez demander l'autorisation à Matignon. C'est vrai. Vous voulez faire un truc, vous vous faites engueuler. Vous n'avez mal récité. Aucun plateau télé. Vous devez comme demander vous à Matignon. Enfin, non, mais... Vous devez réciter des éléments de langage et on vous tape sur les doigts si c'est mal fait. Ça dépend le poids politique que vous avez. Ça, c'est vrai. Gérald Darmanin, il ne demande pas à Sébastien Lecornu d'aller faire des interviews. Lui, il ne demande pas. Mais... Salman, si on vous dit demain, le président vous appelle, vous dit, je vous entends régulièrement dans l'heure des pros, cette émission magnifique, grâce à laquelle vous avez aujourd'hui une notoriété importante. J'en avais une avant. Grâce à laquelle vous avez plus importante maintenant. Voilà. J'ai trouvé très intelligent tout ce que vous dites, vraiment très pertinent. Je me dis qu'il se fout de ma gueule. Non, vous direz, mais non, faut pas dire ça. Je sais que vous avez vu un des conseillers récemment qui m'a dit beaucoup de bien de vous. Non, je me dis... Richard Millet. J'admirerais un président qui viendrait chez vous et qui s'expliquerait sur le fait de savoir pourquoi il n'a pas fait la réforme de l'État. Voilà. Et vous, Pascal, si on vous appelle et qu'on vous dit demain, ministère de l'Intérieur? Jamais. Alors vraiment, moi, jamais. Mais eux, ils savent jamais. Mais moi aussi, j'ai tendance à dire jamais. Non, mais jamais, parce que moi, je serais tout simplement très mauvais. C'est pas mon... Mais pareil. C'est pas le même métier. Moi, je serais très mauvaise et j'aime pas la perte de liberté. Non, je serais très mauvaise. Bon, et de toute façon, je vois pas pourquoi on parle de ça. Personne ne va nous appeler. Si, déjà, ils veulent pas venir nous voir. Donc bon. Emmanuel Ducrot. Bonjour. Emmanuel qui est la voix d'Europe 1 sur ces sujets-là, d'une grande précision, d'une grande clarté, et vos papiers sont toujours remarquables. Pourquoi, question simple, pourquoi toutes les bêtes ne sont-elles pas vaccinées depuis des années ? Alors, Pascal, elles ne sont pas vaccinées, tout simplement parce que cette maladie n'était pas présente sur notre sol et on n'avait pas de raison de vacciner. C'est une maladie tropicale, une maladie africaine qui touche les buffles et les girafes. Et puis elle arrive, c'était pas prévu, et donc il n'y a pas de raison d'avoir vacciné les animaux avant. Écoutez, je ne le savais pas, c'est extrêmement clair, parce que personne ne le dit comme cela. Les premiers cas datent de quand, Emmanuel Ducrot ? Alors, on a eu des cas dans le sud de l'Europe vers 2012-2015. Il y a eu différentes expériences qui ont été menées pour essayer d'endiguer cette maladie, parce que c'est une maladie grave, on y reviendra si vous voulez. Et on s'appuie aujourd'hui sur l'expérience qu'on a
dans ces pays-là, parce que l'expérience qu'on a en Afrique, elle n'est pas la nôtre, parce que la maladie est endémique, chez nous elle est émergente et on peut s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des comparaisons hasardeuses. Donc on a eu ces cas en 2015 en Grèce, par exemple, on a fait comme en France, et il y a eu des cas en Sardaigne l'année dernière, on a fait comme en France. On a eu des cas en France, on fait ce qu'on fait en ce moment. Il y a eu d'autres cas en Italie, en Lombardie, on fait exactement comme en France. Et il y a eu des cas en Espagne et on a fait exactement comme en France. Emmanuel Ducrot est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est 16h39. Où ai-je été visiblement prendre cette info qui était fausse, que lorsqu'on est vacciné, ça posait un problème de normes vis-à-vis de l'Union européenne et les exportations n'étaient pas possibles. Sans doute ai-je mal intégré une information qui était dans l'air. Pourquoi il y a eu confusion dans ce que je disais, Emmanuel Ducrot ? Alors, il n'y a pas c'est pas une question européenne, Pascal. C'est une question mondiale d'échange d'animaux. Cette maladie, elle est grave. Aucun pays n'a envie de l'avoir sur son sol quand il ne l'a pas. Et donc, quand vous vaccinez vos animaux, vous avez une période assez longue où on ne sait pas si votre cheptel est indemne de la maladie ou s'il a des anticorps vaccinaux. Ça, c'est le temps que tous les animaux soient vaccinés. Les vétérinaires qui ont tenu une conférence ce matin expliquent qu'ils ne savent pas, avec les moyens techniques actuels, les PCR, et vu comme elle est cette maladie, qui ne se détecte pas souvent dans le sang, on ne peut pas savoir pendant un laps de temps. Et donc, il y a des pays qui préfèrent fermer leurs exportations, leurs importations de produits français. Par exemple, Pascal, et c'est important que vos auditeurs le sachent, en ce moment, le Canada, la Grande-Bretagne ont fermé leurs importations aux produits laitiers, au lait cru français. C'est pas l'Europe. Non mais j'entends bien, donc j'avais bien saisi cette information, pas aussi précisément que vous nous la détaillez à l'instant, c'est que la vaccination était un frein, pouvait être un frein à l'exportation, et voilà une des raisons. Alors pendant plusieurs mois. Voilà, exactement. Et ça veut dire des très lourds impacts économiques pour les filières. Bien sûr, donc je vais comprenais. vous donner un chiffre ou deux, Ouais, Pascal. Donc quand Madame Si Geneviève... on n'exporte plus de... Attendez, Pascal, c'est important qu'on le sache. Si on n'exporte plus de bovins vivants français pendant 14 mois après la fin de la vaccination, ça coûte 2 milliards aux éleveurs français. Ouais, j'entends bien. Donc, c'est-à-dire que Madame Geneviève qui dit qu'il faut vacciner aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut vacciner, mais manifestement, la vaccination va mettre en péril. Alors, c'était pas l'Union européenne, c'était d'autres pays qui n'acceptaient pas. Non, alors attendez, je vais faire un point. Madame Geneviève ne dit pas qu'il faut vacciner tout le pays. Elle dit qu'il faut vacciner dans les zones où il y a la maladie pour éviter qu'elle ne contamine le reste de la France. Oui, j'entends. Parce que pour l'instant, les exportations, c'est de ces régions-là qu'elles sont interdites, pas de tout le pays. Ah oui, mais à ce moment-là, ce serait peut-être plus simple de vacciner. Parce que c'est un vaccin qui est facile à mettre en place, ce vaccin ou... C'est un vaccin normal, un vaccin classique à désactiver. Enfin, c'est un vaccin totalement normal. Il y a combien de bovins en France ? Il y a 17 millions de vaches. Vous vous rendez compte ? 17 millions. Oui, il y a 17 millions de vaches, mais il y avait 50 millions de Français, on a tous été vaccinés. Donc, oui, mais vous avez conscience qu'il y a quand même plus de médecins que de vétérinaires, Pascal. J'entends bien. Mais l'agriculteur, il ne peut pas... Attendez, l'agriculteur, il ne peut pas vacciner tout seul. Non, ça, on ne peut pas le faire soi-même. C'est pas simple, c'est pas une piqûre qu'on met dans le... Non, mais puis c'est une démarche, c'est de la médecine des vaches. C'est des vétérinaires qui vaccinent. Oui. On fait aussi intervenir dans ce cas-là les étudiants vétérinaires, les professeurs vétérinaires, enfin tous les gens qui peuvent vacciner. Les vétérinaires, en ce moment, sont 4400 vétérinaires ruraux. Ils sont 4400. Les vaccins, comme on a affaire à une maladie qui n'est pas une maladie locale, il faut les fabriquer. Là, il faut entre 7 mois et 1 an pour avoir 17 millions de doses de vaccins. Et ensuite, il faut vacciner, et donc ça prendra des mois. Bah écoutez, c'est formidable de vous écouter, parce que on parle parfois de sujets qu'on maîtrise mal, et on a bien fait de vous appeler, parce Pascal, que... si je peux me permettre, je vous en prie. Vous me permettez un dernier point. C'était passionnant ce matin, la conférence des vétérinaires. Ce sont des gens qui n'ont pas d'intérêt politique dans cette affaire. Et ils ont expliqué de manière extrêmement claire, c'est dramatiquement clair, que dans un cheptel, quand il est contaminé, quand il y a une vache malade, on n'a pas les moyens de savoir quelles sont les vaches qui sont atteintes
asymptomatiques mais très contagieuses, celles qui vont développer la maladie parce qu'elles ont été en contact à cause de l'incubation. Et donc quand on dit en France qu'on abat des cheptels sains, ça n'est pas exact. J'entends bien. Alors, ce qui est choquant peut-être, c'est que tout ce cheptel, on l'abat. On nous dit qu'il n'y a aucune conséquence pour l'homme. Est-ce qu'on pourrait manger cette viande? Parce qu'il y a des milliers de gens qui meurent de faim en France et on est en train d'abattre des vaches. Oui. Alors, Pascal, ça c'est le prix de notre sécurité alimentaire. Si on commençait à vous dire, à vous consommateurs, il y a des viandes malades dans le circuit. Non, si on me dit qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, mais c'est une règle sanitaire de pays développés. On ne mange pas d'animaux qui ont des virus. Alors, après, si une vache... Et moi, j'ai quand même aussi parlé à des éleveurs et à des vétérinaires. La vache, quand elle a des boutons, vous le voyez, ces vaches, elles sont quand même défigurées par les boutons. Il faut que vous imaginiez qu'à l'intérieur de son corps, elle a les mêmes choses. Donc ça fait des viandes qui sont de très mauvaise qualité. Ouais, donc on fait bien ça, vous validez qu'on ne mange pas cette viande. Non, mais vous êtes une expert. Vous ne la mangeriez pas. Je dis juste que c'est de la prophylaxie et que comment dire. Il y a une autre raison à ça, Pascal. Pour manger une viande, il faut qu'elle ait été abattue dans des conditions sanitaires précises, c'est-à-dire à l'abattoir. Pour qu'elle soit certifiée, que les choses ont été faites dans les règles, que la viande ne soit pas contaminée. On ne peut pas transporter ces animaux parce que sur le chemin entre la ferme et l'abattoir, on risque de contaminer d'autres élevages. C'est la raison pour laquelle on fait des abattages à la ferme. Et c'est terrible, Pascal, parce que les éleveurs, ils souffrent de cette situation. Mais en fait, il y a des raisons à tout ça. Bon, merci Emmanuel. Vraiment, alors, de toute façon, je ne suis pas étonné parce que vous êtes toujours d'une très grande précision, d'une très grande rigueur et ce sont des sujets que vous connaissez parfaitement. Donc, merci vraiment et je me demande si demain, entre 9h et 10h, vous pourriez venir sur l'antenne et d'Europe 1 et de CNews pour redire ce que vous venez de dire là, tellement c'était intéressant, précis et exhaustif. Il est 16h45, nous marquons une pause et nous en savons plus à la fin de cette conversation avec... Pascal, moi j'aurais aimé connaître le taux de mortalité d'un cheptel quand il est touché. C'était la question que je voulais poser à Emmanuel Ducrot. Le taux de mortalité, combien de vaches meurent dans un cheptel lorsque le cheptel est touché? Mais tu ne meurs pas de cette maladie. Non, les vaches. Oui, mais elles en meurent. Certaines, une infime partie, c'était ma question. Emmanuel, elle est encore là, cette maladie, elle est mortelle? Je suis là. Elle est mortelle, cette maladie, pour la vache? Alors, on a des chiffres, Pascal, et c'est intéressant. On estime, les vétérinaires qu'on a eu ce matin, qui sont les vétérinaires de toutes obédiences, estiment ils donnent le chiffre de 10% de mortalité du cheptel. D'accord. Et, attendez, il y a une chose aussi importante que vous devez savoir, c'est que les vaches, quand elles se rétablissent de cette maladie, elles restent, dans de très nombreux cas, souffreteuses. C'est-à-dire qu'elles ne font plus de lait, elles maigrissent et elles ne font plus de veau. Une vache qui fait pas de lait, pas d'eau. Ça veut dire que les éleveurs risquent d'avoir dans leurs élevages des poids, des vaches. C'est terrible parce que c'est leurs animaux, ils les aiment, mais c'est des animaux qui ne sont plus valorisables. Bon, écoutez, vraiment, alors vous venez demain matin. Parce que là, parlons-en, effectivement. On va voir, en tout cas, on va essayer d'en parler demain matin. Il est 16h47, c'est formidable. C'est formidable parce que, en fait, tout le monde parle, mais mais les auditeurs qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils, ce soir, ils diront dans leur dîner, peut-être avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Voilà ce que j'ai appris cet après-midi, et entre 16h et 18h, et je vois aujourd'hui les choses différemment.